Bonjour à tous. Je vais vous présenter le château de Châtillon-sur-Cluse, sur lequel je travaille depuis 3 ans maintenant. La première année, c'était une année où je me suis surtout concentrée sur l'étude historique, historiographique et aussi sur un inventaire des vestiges encore présents. L'année suivante, ça a été consacré à l'ouverture d'un sondage d'une trentaine de mètres carrés pour évaluer le potentiel stratigraphique du site. Et puis, en 2020, on a du coup ouvert 90 mètres carrés sur la cour haute du château. Faire une petite remise en contexte. Le château de Châtillon-sur-Cluse est construit à une altitude de 753 mètres sur un éperon rocheux et il est situé du coup à 377 mètres au-dessus de la ville de Cluse. Sa position est donc assez stratégique puisqu'il surplombe la ville de Cluse et qu'il est à l'entrée du col qui sépare la vallée de l'Arve et la vallée du Giffre. Le château, comme on peut le voir sur l'image, est bordé au sud-est et au sud-ouest par 2 plateformes. On a au sud-ouest le cuar qui se situe ici et de l'autre côté, on a du coup le plein château où on peut encore voir l'église. Historiquement, on peut attester l'existence des sires de Faucigny dès le XIe siècle, qui quittent leur château éponyme entre les XIe et XIIe siècles afin de s'installer au château de Châtillon-sur-Cluse. Ce château devient le chef-lieu de la châtellenie avec la ville de Cluse. La première mention du château est assez tardive puisqu'elle date de 1222, lors de la signature d'un acte au château par Raymond de Faucigny, mais on possède une mention antérieure de l'église, mention qui date de 1150. Grâce aux sources et à l'étude archéologique qui a été menée par le service archéologique du département sur l'église, par un suivi de travaux en 2016, on sait que l'église était déjà présente, était dans l'enceinte du château, était située dans l'enceinte du château. Donc on peut supposer que le château était déjà construit du coup au XIIe siècle. De nombreuses mentions se succèdent ensuite, avec notamment le mariage en 1223 de Pierre II de Savoie et Agnès de Faucigny au château de Châtillon, ou encore la signature au château du testament d'Aymon II de Faucigny en 1234. Le château de Châtillon suit l'histoire globale du Faucigny avec un passage successif aux mains de la maison de Savoie, puis aux mains des dauphins, puis à nouveau au seigneur de Savoie. Mais il perd aussi assez rapidement de l'importance et il est transformé en prison dès la fin du XIVe siècle. Ensuite, il est occupé très partiellement et il est détruit en 1589, visiblement par un incendie qui le ravage entièrement et il n'est jamais reconstruit. L'historiographie est assez mince. On a d'abord une première étude de l'abbé Hilaire Fège en 1898 où il aborde surtout la Chartreuse de Mélan et assez succinctement le château de Châtillon-sur-Cluse. Et les publications qui traitent plus scientifiquement de Châtillon apparaissent un peu avant la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment Louis Blondel, qui nous offre une première approche archéologique du site, avec une notice sur le château, son histoire et les vestiges visibles à son époque. Ensuite, en 1981, on a Henri Beau et Jean-Yves Mariotte qui écrivent une notice sur la commune de Châtillon-sur-Cluse, mais ils ne s'attardent que très peu sur les vestiges du Moyen-Âge. Au XXIe siècle, la bibliographie s'étoffe grandement avec l'apparition des enquêtes pontificales et delphinales du XVIe siècle par Nicolas Carrier et Mathieu de la Corbière, qui permettent d'accéder aux descriptions du château de Châtillon-sur-Cluse, qui sont extrêmement denses. Et ensuite, un deuxième ouvrage est édité avec Sandra Coram-Meké et Mathieu de la Corbière en 2015, et il s'agit du recueil des inspections du XVIe siècle de l'apanage de Genevois-Nemours. Donc ici aussi, on a les visites qui décrivent le château de Châtillon-sur-Cluse. On a aussi dans l'historiographie des études qui ne sont pas encore éditées, avec notamment une notice qui découle du projet européen AVER des montagnes de Château, et qui a eu pour but de recenser les fortifications du département et d'en proposer une première analyse. Donc, la première année, j'ai fait une étude du château, surtout à travers les sources, et on peut voir notamment dans les enquêtes pontificales et delphinales qu'il y a un inventaire assez précis du château. Donc, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, c'est extrêmement long.
Mais on peut y lire la présence de plusieurs éléments, notamment une tour à 5 niveaux, une grande salle, un cellier à côté de la tour, une deuxième tour, de très nombreuses salles, des chambres, des garde-robes, avec aussi beaucoup de décorations, des peintures, des cheminées monumentales. Il y a également une cour avec des colonnes, une chapelle castrale, des cuisines, des tables, latrines, une grande quantité de bâtiments. Et on a également la présence de jardins, d'un puits, plusieurs réceptes et l'église que l'on peut encore voir aujourd'hui. Il y a eu également une étude des contes de Châtellenie par Loïc Benoît, contes de Châtellenie qui datent du XVIe siècle, et où on y voit également aussi la mention de beaucoup de bâtiments. Donc on y voit la grande salle, deux tours, une tour-porte, la chapelle, grange, prison, écurie, étable, puits, encore une grande quantité de bâtiments. Et ce qui pose aussi question, quand on voit la topographie du site, puisqu'il est situé sur un éperon rocheux, que c'est vraiment très exigu, on peut se demander comment ils ont mis autant de bâtiments sur cet éperon, justement, et c'est toute la question des circulations et de l'aménagement pour le château de Châtillon-sur-Cluse. Sur le terrain, on peut voir encore plusieurs murs en élévation, et ce qui nous permet d'y voir aussi l'ébauche d'une organisation du château. De la première enceinte, il nous reste du coup quelques lambeaux de maçonnerie. Mais il y a également une deuxième enceinte. Le château a deux enceintes. Et on y voit aussi également l'accès par la tour-porte, qui aujourd'hui est très, très ruinée, comme vous pouvez le voir, mais où on peut encore deviner les maçonneries de part et d'autre d'une partie de la tour-porte. Les relevés ont été un peu compliqués pour les élévations, puisque les accès sont actuellement extrêmement dangereux et que les maçonneries ne tiennent pas vraiment, elles tiennent grâce aux lierres, donc c'est un petit peu problématique. En haut de cet accès, on arrive sur un espace de cour qui est bordé au sud par un mur qui est conservé encore sur plus d'une dizaine de mètres, qu'on attribue aujourd'hui au mur du logis, bien qu'on n'en ait aucune certitude. Et du coup, ce mur est tombé il n'y a pas très très longtemps en partie haute, mais on peut encore y voir ici une ancienne ouverture. On est sûr que c'est une ouverture parce qu'il reste encore un des tableaux à l'intérieur qui est conservé. Et entre ces deux pans de mur, ce que vous pouvez voir là, on a encore un trou de poutre qui est conservé, qui fait 1,5 m de profondeur et qui atteste du coup d'une ouverture à cet endroit-là. On a aussi ici un arrachement dans ce mur qui va en direction du sud, donc en direction de la tour maîtresse, qui pourrait être le mur qui vient vraiment clôturer la plateforme sommitale. Donc on a encore aussi les vestiges de la tour maîtresse. Elle est de plan quasiment carré. Ces murs font environ 2 mètres d'épaisseur, et ce qui nous fait un espace interne d'environ 25 mètres carrés. Un départ de voûte est visible au niveau de sol actuel, ici, ce qui atteste du coup de la présence d'une salle encore conservée en dessous. Là, pareil, la dangerosité du lieu fait qu'on ne peut pas malheureusement aller vider la tour pour le moment. Dans les pentes orientales du château, on a pu repérer également plusieurs maçonneries qui semblent former des cellules. Vous pouvez le voir ici, on a une première cellule là et une deuxième ici. On a fait quelques relevés comme vous pouvez le voir, mais pareil, l'accès est vraiment très très pentu et pas très sécure. Donc on n'a pas pu en dire beaucoup plus. Donc l'état des lieux a pu mettre en avant quand même de nombreuses maçonneries qui mettent aussi du coup en avant la complexité de l'aménagement du château et qui nous montre bien que la topographie naturelle du site a nécessité une mise en place de niveaux de circulation, sûrement par rampe, escalier et terrasse, ce qu'on peut également voir dans les différentes sources. Le premier chantier a été mené en 2019. Il est contraint également par la topographie, donc on a décidé de fouiller la cour haute du château, qui est plus accessible et qui permet déjà de commencer à répondre aux questions de circulation du château et de l'organisation sur un relief alpin
assez contraint. Donc, la première année, c'était un sondage exploratoire pour déterminer la puissance stratigraphique du site. On avait commencé par 15 mètres carrés, on a dû agrandir assez rapidement à cause des premières maçonneries qu'on a pu trouver. Et du coup, on a d'abord ici, donc vraiment à l'extrémité, on a pu découvrir le mur qui clôt l'éperon à l'est, qui est visible sur 1,84 m pour une hauteur conservée de 1,20 m. On a par contre seulement le parement ouest, puisque visiblement la deuxième moitié du mur est tombée dans la pente. Ensuite, on a trouvé aussi le mur de la tour maîtresse qu'on a pu dégager un peu plus en excavant. Et on a surtout trouvé cette grande maçonnerie en plein milieu de la plateforme, qui est orientée nord-sud, qui est conservée sur 2 assises, qui est en moellon assez régulier. Et à l'extrémité sud, on a aussi une petite assise de fondation qui repose directement sur le rocher. Il est détruit à son extrémité sud, ici. Donc, on n'a pas sa relation avec le mur de la tour maîtresse. Cela dit, on n'a pas non plus d'arrachement dans le mur de la tour maîtresse qui semble indiquer que c'était plutôt posé contre et non pas chaîné. Ce mur délimite assez clairement 2 espaces. Un espace intérieur qui serait à l'ouest et un espace extérieur qui serait à l'est. À l'ouest, on a assez peu de stratigraphie puisqu'on arrive, on a une cinquantaine de centimètres de recouvrement. Donc, je vous indique quand même, c'est de ce côté-là, une cinquantaine de centimètres de recouvrement, mais on n'a par contre aucun niveau de circulation qui est conservé. On a un niveau du rocher qui est assez plan, ce qui semble du coup indiquer un aménagement pour une circulation. Cela dit, on n'a aucune trace d'outils sur le rocher, donc on ne sait pas ce qui s'est passé, s'ils l'ont vraiment eux-mêmes taillé. Autre indice de cet espace intérieur, c'est la présence d'une plaque d'enduit sur le mur nord de la tour maîtresse, avec un badigeon qui devait être blanc initialement, qui est conservé du coup sur vraiment cette moitié de l'espace. À l'est, on n'a aucun aménagement non plus de conservé, aucun niveau de circulation. On a juste un rocher qui a un relief parfaitement impraticable. Et la stratigraphie indique simplement une succession de remblais et de niveaux de démolition, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, on a les 50 cm global de recouvrement, aucun niveau conservé, et de l'autre côté, un gros niveau de démolition et des remblais, mais aucun niveau conservé. Tout ça, ça témoigne d'un site qui a été très bouleversé. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que les niveaux de démolition sont finalement assez peu conséquents. On n'a pas enlevé beaucoup de pierres, ce qui est assez étonnant vu qu'on est quand même entouré de bâtiments. Donc ça semble indiquer que les pierres ont été récupérées assez tôt et sûrement pendant très longtemps. En 2021, donc l'étude est encore en cours, je suis désolée, il n'y aura pas toutes les informations. On a fouillé une surface d'environ 90 mètres carrés, qui est de toute façon contrainte par la gestion des déblais, comme vous pouvez le voir, voilà, la surface ouverte et le tas de terre. Et on a pu trouver du coup retrouver les fouilles de 2019, puisqu'on a recalé nos fouilles sur le sondage qui avait été effectué. Et on a pu voir aussi que la plateforme rocheuse était au final très étroite, puisqu'elle fait à peine 3 mètres et ça plonge ensuite de chaque côté. On a donc redécouvert le mur central, qui était ici. On a redécouvert aussi le petit mur de l'enceinte, en tout cas de la plateforme ici. Et on a décidé, pour la lisibilité du site, en raison justement de ce relief, de garder plusieurs bermes témoins pour conserver la stratigraphie, puisque le rocher vraiment se comporte de façon assez imprévisible.
Donc la fouille a été... on a vraiment fouillé les 2 espaces bien distincts, toujours séparés par cette maçonnerie centrale. Donc là, à l'est, la stratigraphie est sensiblement la même qu'en 2019, avec l'absence de niveau de circulation et une succession de remblais et de petits niveaux de démolition. Vous pouvez voir ici. Le mur qui ferme la plateforme se poursuit vers le nord, ici, mais on peut y voir aussi des désordres et des reprises. Par exemple, ici, on a une coupure assez nette de la maçonnerie et une reprise ici qui est extrêmement peu soignée, étonnamment. On peut se demander aussi si ce n'était pas une maçonnerie qui n'était pas visible finalement à l'époque. Ce mur-là se poursuit au décapage, on a pu voir qu'il se poursuivait ici. On n'a pas pu investiguer cette zone en 2021, pardon. Du coup, ça sera pour 2022, voir justement la suite du bâtiment. À l'ouest, sur du coup, la zone intérieure, supposée intérieure, une maçonnerie a été découverte orientée est-ouest qui vient contre le mur de la tour maîtresse, donc ici. Il est conservé sur une moyenne de 90 cm de haut, il a une épaisseur de 80 cm. L'élévation est en moellon plus ou moins cisé, mais en partie basse, on a énormément de mortier, ce qui ne permet pas de voir l'appareil. Et ensuite, il a un petit ressaut également de fondation. Et à son extrémité ouest, une porte est aménagée, dont on a encore le pied droit ici avec un congé, malheureusement un petit peu illisible, et encore une pierre du seuil. Donc, cette morphologie avec la feuillure et le congé nous indique vraiment bien, nous confirme qu'on est vraiment bien dans un espace intérieur de ce côté-là de la plateforme. Le mur qui ferme aussi l'éperon à l'ouest a été découvert. Si au nord, il présente un appareil en moellon ascisé, ici, il est détruit en son centre et il reprend ensuite dans un appareil totalement différent, avec un mortier totalement différent aussi, ce qui indique, selon toute vraisemblance, une reprise de la maçonnerie. Également, seul le parement oriental est conservé, le reste est comme l'autre mur d'enceinte, il est écroulé dans la pente. Et il vient sur la maçonnerie ici du mur, ce qui semble indiquer aussi sa postériorité avec le mur. Justement, cette maçonnerie qui a été reprise ne semble pas fonctionner vraiment avec l'ouverture de la porte, comme vous pouvez le voir ici, c'est le reste du mur, ce qui nous pose du coup pas mal de questions sur les circulations, les modifications des circulations, mais malheureusement, l'état de conservation n'a pas permis d'y répondre cette année. De ce côté-ci aussi, on a pu constater la destruction du château à travers la stratigraphie. Les niveaux de circulation sont très peu conservés, donc très peu observés. On a quelques lambeaux qui sont visibles contre les maçonneries et qui nous indiquent plusieurs états de circulation avec des niveaux de sol en chaux qui se superposent. Mais on a aussi contre le mur nord de la tour maîtresse un lambeau d'enduit qui fait retour avec le sol ici, qui nous indique du coup un niveau de sol. Et on a pu voir aussi sur l'enduit de la tour maîtresse des négatifs de marche d'escalier ici, que vous pouvez voir, qui du coup nous indique l'aménagement vraiment adapté au relief de l'éperon rocheux. La stratigraphie dans cette zone est extrêmement bouleversée. Elle comprend des niveaux de démolition, des niveaux de dépotoir et des niveaux de remblai. Comme vous pouvez le voir ici, on a un morceau une US de démolition qui est par contre perturbée par ce qui semble être une fosse, un niveau de remblai, un niveau ici dépotoir qui est extrêmement charbonneux avec une grande quantité de faune, et des niveaux ensuite de démolition avec beaucoup de mortiers détritiques. On a pu faire dater la couche qui était vraiment en bas là par C14. On a une datation 12e. Cela dit, on avait dans cette même couche des monnaies datées du XVIe siècle.
Donc, on a vraiment une grande perturbation, de la stratigraphie au XVIe siècle, qui est du coup aussi la date d'abandon et de destruction du château. Donc, on a beaucoup de mobilier XVIe, on a également quelques éléments de mobilier qui sont antérieurs. Et tout ça est très mélangé, très dur à lire finalement. Et c'est à se demander du coup si le site n'a pas servi de carrière finalement dès le XVIe siècle et non pas plus tardivement, avec une grosse perturbation du château à cette époque-là. On a eu en 2021 une découverte assez inédite avec la présence d'un mur en moellon ébauché et parfaitement incisé, comme vous pouvez le voir. Et sa position ici montre une antériorité avec toutes les maçonneries alentour, notamment ce mur ici et celui-ci. On a pu effectuer par une datation C14 dans le mortier, qui nous indique une fourchette entre les 8e et 10e siècles de construction, en tout cas de ce mur. Donc c'est une donnée qui sera évidemment à confirmer par la suite, puisque c'est qu'un élément de datation. Mais on peut émettre l'hypothèse d'une occupation de l'éperon rocheux au Moyen-Âge. C'est une hypothèse qu'on commençait déjà à formuler, avec notamment l'étude du lidar. Donc vous avez ici le château, et ici le cuar, cet éperon qui borde le château, avec, comme vous pouvez le voir ici, des formes un peu trop régulières qui se dessinent. Donc c'est peut-être des indices d'une occupation du château finalement antérieure à la construction du XIIe siècle. Je vous remercie.